Mode avion et attachez vos ceintures. Eh ben, mode avion, attachez vos ceintures. Les aléas de l'enregistrement. Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot, le 27e numéro de la saison. Aujourd'hui, exceptionnellement, numéro enregistré sur Canal Algérie et diffusé à cette heure-ci, 21h. Voilà donc pour la raison, nous n'aurons pas donc pour cet enregistrement le résultat du match qui se déroule à l'heure où on vous parle entre le Nasser Hussein Dey et Gor Maya pour le compte du match retour de la Coupe de la Confédération africaine. Ça va faire partie bien sûr du sommaire de cette émission avec la Ligue des champions africaine et la qualification pratiquement du CS Constantine au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Nous reviendrons également sur la victoire de l'Entente de Sétif, premier qualifié aux demi-finales de Dame Coupe. Nous parlerons également de quelques nouvelles des Verts d'Europe avec ce que font les Algériens dans leurs clubs respectifs. Un petit tour du côté de Del Ibrahim, de l'école supérieure donc de la technologie et du sport avec notre invité du jour. Nous parlerons d'un sujet très très important pour la préparation des joueurs de football et puis bien sûr nous reviendrons sur la 23e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et également la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Wassila Batiche, fidèle au poste. Bonsoir Wassila. Bonsoir Hakim. Bienvenue. Merci. Ça va? Il s'est passé plein de belles choses en Ligue 2 ce week-end. Tout à fait. Nous en parlerons tout à l'heure avec elle. Également présent avec nous, Touzi Djilali, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et également, qui nous a rejoint, toujours fidèle, qui fait de longues distances pour venir assister avec nous et participer avec nous à l'émission, le mentor de l'émission, Mohamed Haouchine. Quel plaisir de vous retrouver. Oui, plaisir partagé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la petite équipe, à la petite famille et certainement de très très belles choses à partager ce soir. Et l'invité de l'émission aujourd'hui pour nous parler de la science et du sport et plus particulièrement de la science et du football, la préparation physique, la préparation durant les périodes transitoires, la préparation des athlètes en général dans le monde du football. Un spécialiste, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir à mes côtés Monsieur Emin Rimouz, conseiller en sport mais également maître assistant à l'école supérieure des sports et technologies du sport. Marhaba bik, monsieur Rimouz, bienvenue et heureux de vous retrouver. Merci, content d'être parmi vous. Alors, ça se passe comment pour vous au niveau de l'ESSTS, si c'est comme ça qu'on le prononce, l'École supérieure des sciences et technologies du sport? L'école reste une école emblématique, l'une des premières écoles en Algérie, bien sûr, concernant le sport. Nous, aujourd'hui, la nouveauté dans l'école, c'est les laboratoires de recherche qui essayent de développer des problématiques de terrain et répondre à ces problématiques. Cette journée scientifique qu'on a eue cette semaine, c'était surtout pour parler de cela et parler de quelques problématiques et comment les résoudre sur terrain, surtout au niveau de la périodisation de l'entraînement, au niveau du football. Dans un monde aujourd'hui qui s'intéresse de plus en plus au sport, surtout par rapport aux jeunes qui s'intéressent de plus en plus au sport, les nouveaux cadres, les nouveaux jeunes qui veulent devenir conseillers en sport, entraîneurs ou même docteurs, à l'image, vous qui avez une maîtrise donc, dans le monde du sport, la demande est importante, la réception également est importante par rapport aux athlètes qui se présentent à cette école, à cet institut? Je crois que la différence entre l'institut, ou l'école plutôt, par rapport aux autres instituts qu'on retrouve dans toutes les universités, c'est la spécificité du sport de haut niveau, c'est-à-dire on s'intéresse à tout ce qui est sport fédéral et sport de haut niveau. Nous essayons d'intégrer notre produit au niveau justement du sport de haut niveau et du sport fédéral, ce qui est totalement différent par rapport aux instituts au niveau universitaire qui s'intéressent plus à l'école et l'éducation physique. Voilà. C'est une vocation pour cette école. C'est l'une des écoles, c'est une école qui
rares dans le monde, qu'il n'y en a pas beaucoup. Qui exportent aussi des entraîneurs. Qui exportent bien sûr son vécu, les entraîneurs qui ont eu la chance d'aller s'expatrier sont nombreux, beaucoup d'exemples, beaucoup de résultats aussi. Et nous savons bien sûr que les meilleurs résultats qu'a obtenu l'Algérie dans toutes les disciplines ont été avec des cadres de notre cher pays. Voilà, qui sortent du cru. Qui sortent du cru. L'important, c'est de leur faire confiance, de leur donner plus de moyens et de les mettre dans le bain, tout simplement. Aujourd'hui, pour préciser, l'école prépare et sort toutes disciplines confondues, des cadres du sport, toutes disciplines confondues, si je ne me trompe pas. Oui, toutes disciplines confondues. Je crois entre les sports collectifs, les sports individuels, les sports de combat. Donc nous avons un bon nombre de disciplines. Il y a même de nouvelles disciplines qui font leur entrée à l'Institut, comme le badminton, comme le taekwondo et tout ça. Donc c'est une école toujours aux affûts et aux attentes du sport algérien. Voici là. En tout cas, c'est un plaisir. C'est un débat très très riche. Alors, on a jeté un petit peu un coup d'œil sur le programme de cette journée qui était très très riche. Alors, Monsieur Rimouz, lorsqu'on dit à la technologie au service de la formation des meilleurs joueurs de football et comment la technologie est en train de produire les meilleurs joueurs de football au monde. Commençons d'abord par l'histoire du monitoring. Aujourd'hui, vous savez que la charge d'entraînement se calcule grâce à des appareils un peu sophistiqués, électroniques. L'électronique a fait son entrée dans le football. Aussi, le data a fait son entrée dans le football. Tout est analysé par micro-ordinateur avec des logiciels aussi sophistiqués qui peuvent calculer beaucoup de paramètres sur un terrain de football. Ajouté à cela, aujourd'hui, nous avons beaucoup de spécialistes dans l'électronique, dans la robotique, qui s'intéressent à l'entraînement sportif et qui essayent de développer de nouvelles méthodes, plutôt d'intégrer les méthodes d'entraînement à des appareils un peu sophistiqués. Spécifiques. Même voilà. Lorsqu'on regarde un classico espagnol, là réellement on sent qu'il y a eu du travail là-dessus. Aujourd'hui, tout est ficelé. Quand vous voyez la Bundesliga, un animateur au niveau d'une chaîne de télé a tous les paramètres du joueur et du collectif, aussi bien de l'individuel que du collectif. Et ça, c'est grâce à la technologie. C'est des données, c'est une banque de données. Aujourd'hui, on arrive à maîtriser avec précision l'effort de l'athlète et définir quel type d'effort il a fait sur le terrain, combien de courses il a fait, quels sont les types de courses qu'il a réalisées et définir sa charge avec autant de précision. Allez, on va laisser le restant pour un peu plus tard. Info donc oblige, résultat oblige. On va démarrer donc Wassila avec notre première rubrique aujourd'hui consacrée à la Ligue des champions d'Afrique. Tout à fait, donc un débat très intéressant. Nous avons le temps durant toute cette émission, toute cette soirée pour discuter avec la nouveauté, la science et le football. On avait tout au début de la saison 4 représentants algériens pour cette compétition continentale avec la Ligue des champions et la Coupe de la CAF. Aujourd'hui, une des équipes où pratiquement tout le monde avait misé sur cette équipe, Monsieur Touzi, c'est le CS Constantine qui a réalisé une belle opération hier. Donc nous allons voir tout ça après le jingle. Donc, Monsieur Touzi, quand même, le CS Constantine est tout près de cette qualification, pratiquement à 1 point. Après cette victoire, 3 buts à 2 face à l'Ismaili. Oui, ils avaient l'opportunité de confirmer leur qualification. Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'était l'objectif, c'est de ne pas perdre pour rester toujours à la tête de ce groupe, pour pouvoir se qualifier premier du groupe. Parce qu'on sait que lors des prochains matchs, ils vont recevoir chez eux le match retour. Donc, c'est très important sur le plan calcul.
Remoz, moi je voulais vous poser la question, le CS Constantine, champion en titre sortant, il a bien démarré, il est en train de faire une très belle saison en championnat, il est bien parti pour aller très très loin dans cette compétition, lui qui avait eu énormément de problèmes en début de saison. Je crois que c'est le travail qui a été fait en début de saison qui paye aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal qu'au départ, ils avaient des difficultés pour élever le niveau de leurs joueurs par rapport à une préparation qui a été un peu lourde. Pour le CSC, mais le résultat est là. Nous voyons que grâce au travail réalisé avant par Abdelkader Amrani. Bien sûr, Abdelkader Amrani, aujourd'hui, cette équipe s'envole littéralement aussi bien dans le championnat qu'en Champions League. Et c'est le fait qu'il y ait une préparation judicieuse pour pouvoir élever le niveau de ces joueurs. Hauchin aussi, on parle de Amrani, il a pratiquement la main verte, comme on dit. Vous êtes d'accord sur cette... Oui, d'accord. Abdelkader Amrani est connu, il a assez d'expérience, c'est un entraîneur bien connu. Vous savez que quand vous disputez une coupe continentale, une compétition continentale, et notre ami Amin Rimouz est là pour certainement le confirmer, c'est quand même une autre dimension, c'est un autre cadre. Et Denis Laven, nous l'avons dit combien de fois, a une expérience continentale. Il faut dire qu'il a emmené vers le sacre africain le Coton Sport de Garoua, qui n'est pas n'importe qui, du Cameroun. Puis il a récidivé avec le tout-puissant Mazambé. C'est un monsieur, un entraîneur que je connais parfaitement bien, puisque j'ai eu l'occasion de l'avoir connu d'abord à Garoua. À 2 ou 3 reprises, la JS Kabylie a joué. Vous savez, c'est dans le nord désertique d'ailleurs du Cameroun. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Et c'est un véritable manager qui s'est inculqué, qui... Vous savez que c'est un problème. Le CS Constantine a de nombreuses individualités, certes, mais vous savez que c'est un problème de conviction en certains moments. Il dit, on y croit, on y va les gars, moi je connais telle ou telle équipe, et c'est un entraîneur, s'il arrive à imposer la confiance au niveau de ses poulains, je pense que le CS Constantine a de très bonnes individualités. L'essentiel, c'est de leur faire croire que tout est possible. Et je rappellerai que hier, le CS Constantine a été mené à 2 fois, 1-0. Ils ont égalisé par Zalani, ils sont revenus à Chilongo. Vous savez que c'est la vedette des Ismaélis, qu'on appelle les Dalawish en Égypte. Par Chilongo, qui est une vedette namibienne. Il est namibien, ce gars-là, il a déjà marqué au match aller. Je peux vous dire en tout cas que le CS Constantine a eu de l'orgueil pour revenir dans le match égalisé par Nessim Yeto et inscrire ce 3e but pratiquement en fin de match par Baomboula. C'est la vedette du CS Constantine. Assurément, moi je dis chapeau à l'équipe de l'Antique Cirta. Prochaine sortie du CS de Saint-Nefer, ce sera face au club africain lors de la 5e journée prévue entre le 8 et le 10 mars prochain. Le CSC accueillera les Tunisiens du club africain alors que l'Ismaéli, qui est déjà pratiquement éliminé, lui affrontera l'équipe du tout-puissant Mazambé. Autre compétition, c'est la Coupe de la Confédération, on en a parlé, donc on l'avait dit. Oui, voici là. Mais avant, on propose à nos chers téléspectateurs d'écouter la déclaration de l'entraîneur du CS Constantine. C'était juste après la rencontre, une conférence de presse a été animée par les 2 entraîneurs. Les matchs sont difficiles, on sait très bien que ça allait être très difficile contre une très bonne équipe d'Ismaïli qui a joué son Ventoux, qui était venu ici pour gagner. Donc on savait que ça serait difficile. Je veux juste vous faire remarquer, aujourd'hui on est à 4 journées, nous avons 10 points, l'Espérance en a 8. Al-Ali en a 7, le WAC en a 7, nous on a 10 points. Donc c'est quand même pour vous faire remarquer que le parcours que l'on fait n'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est difficile, heureusement que c'est difficile, parce que sinon, si la Champions League devenait facile, ça se saurait. Et tous les matchs vont être difficiles, et le match qu'on va jouer contre le club africain vendredi sera aussi difficile que celui d'aujourd'hui. Et parce qu'eux aussi vont jouer leur batou et que nous, il nous faut encore un point pour être qualifiés. Et je tiens à féliciter l'équipe d'Ismaïli pour le match qu'ils ont fait. Et je tiens à féliciter mes joueurs pour tous les efforts qu'ils ont fait, toute la détermination qu'ils ont montré. Revenir 2 fois au score quand vous êtes mené 1-0 puis 2-1 et que à chaque fois vous revenez et en plus vous allez remporter cette victoire. Chapeau aux joueurs parce qu'ils vraiment ils ont fait quelque chose de très grand. Et on a 10 points, on est la meilleure équipe actuellement dans les poules et on est invaincu en Champions League. Alors difficile, je veux bien, mais féliciter les joueurs, encouragez-les,
parce que vraiment, ils méritent un grand coup de chapeau. Merci. Voilà, des joueurs qui méritent un grand coup de chapeau. Là, la préparation qui doit être faite à ce stade de la compétition, c'est surtout sur un plan psychologique. Où est-ce qu'on va maintenir quand même un petit peu sur le plan physique? C'est sûr, puisque le championnat, il y a encore des journées de championnat et la compétition est encore très longue, mais ça va être surtout plus sur un plan psychologique. Je crois que Laval, sur un terrain propice, avec des joueurs bien préparés, a su ramener cette cohésion collective, aussi bien dans la philosophie du jeu que dans l'état d'esprit du groupe. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la réussite du CSC. Pour égayer un peu cette émission, juste 2 secondes, alors Hakim, vous savez pourquoi on les appelle les Delawish? Non. Attendez, monsieur Ah, Fouché, d'accord. pour nous Moi, dire. c'est la Batiche, j'aime bien les anecdotes. Oui, j'adore. Vous savez que le Surtout club de d'Ismaïlia est votre un part. club très ancien. Il fait à peu près un siècle de création. Plus de C'était à 100 ans, l'époque. oui. Je vous le dis pas. Une belle ville d'ailleurs que j'ai connue à l'époque, avec un grand président milliardaire qui s'appelle Hamd Osman, qui, tenez-vous bien, possède 2 clubs en Égypte. Vous avez le Nadil Ismaili et le Arab Contractors. Tout ça pour vous dire qu'en Égypte, on peut être président de 2 clubs de première division, s'il vous plaît. On les appelle tout simplement Delawish parce que il paraîtrait que lors de la création de ce club à l'époque, les premières années, il y avait 6 ou 7 joueurs qui s'appelaient Derwish dans l'équipe. Et on les appelait les Delawish. Les Delawish, c'est resté par tradition. Vous savez qu'en Égypte, on aime bien les surnoms très très sympas, les bibos, etc. Donc voilà pourquoi on les appelle les Delawish. Ce ne sont pas des fous, je peux vous le dire. Allez, autre compétition. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on n'aura malheureusement pas l'occasion de vous donner le résultat puisque le match se joue à partir de 20h. L'émission est enregistrée un peu plus tôt, donc on n'aura pas le résultat. Mais la question, je la pose, cap ou pas cap pour le Nasser Hussein Dey Touzi Djilali? Ils avaient fait un très bon résultat au match aller. Ils reçoivent les Gormaya pour ce match retour au stade du 5 juillet. Le Nasser Hussein Dey, lui aussi, a le vent en poupe en cette fin de saison et ils sont en train de montrer de très très belles choses. Tout reste possible dans cette compétition, pour le net surtout, qu'ils reçoivent aujourd'hui le Goréa. Donc, comme on sait qu'ils ont perdu au match aller, mais c'était il y avait beaucoup d'effets extrasportifs qui a influé sur le résultat final. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont l'opportunité de gagner ce match et ils ont toutes les chances de se qualifier dans ce groupe. Haouchine? Oui, on a dit la semaine dernière, je crois, que cette équipe kenyane du Gormaya est une grosse cylindrée du championnat africain. Vous savez qu'ils ont leur lettre de noblesse et je peux vous dire en tout cas que si le Nahd a tiré son épingle, le match aller, bon, il y a peut-être possibilité de remonter tout à fait à l'honneur, en tout cas face à Gormaya. Il est vrai, comme l'a dit Djilali Touzi, au match aller, il y a eu quelques mauvaises conduites de la part des dirigeants kenyans, ce qui est d'ailleurs étonnant pour un Kenyan qui est un pays de sportivité quand même, dans la mesure où le Nahd a été mal accueilli, il n'y a pas eu de bus à l'arrivée, ils ont passé 3 ou 4 heures à l'aéroport, etc., qui n'ont pas eu de créneau d'entraînement, vous savez, mais ça c'est malheureusement le football africain, il faut faire avec. Le Nahd, je sais qu'ils ont pu louer un bus là-bas, et j'ai beaucoup apprécié en tous les cas cet appel à la sportivité maintenant des dirigeants et des supporters du Nasser Distandé pour dire non, nous on sera sportifs sur le terrain, et c'est tout à l'honneur de cette grande école qu'est l'école USNDN. À l'image du CSC, Rimouz, le Nasser Hussein Dey, lui aussi, court 3 lièvres, championnat, Coupe d'Algérie, Coupe de la CAF. Le CSC, c'est championnat, Coupe d'Algérie et Ligue des Champions. À votre avis, ils peuvent tenir le coup? Je crois que le Nahd d'arriver déjà à ce stade, c'est une grande performance. C'est une équipe qui fait cette année son apprentissage dans cette compétition africaine. J'espère que ça ne va pas influencer négativement sur eux au championnat. Jusqu'ici, ils tiennent bien le coup. Je leur souhaite une bonne qualification, surtout pour le moral. Mais il faut savoir gérer ses ambitions. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite à ce club du Nasser Hussein Dey. Et on passe à une autre compétition locale avec cette coupe tant convoitée par tous les clubs. C'est Dame Coupe, pardon, ça sera juste après le jingle.
Et on connaît déjà le nom de l'équipe qualifiée pour les demi-finales, Hakim, après le match retour entre l'équipe de Annaba et l'entente de Sétif. Et c'est l'entente de Sétif qui est qualifiée pour ces demi-finales. Touzi Djilali, 4-2-0 au match retour. Ils avaient été battus 2-0 au match aller. Ils reviennent très très fort à domicile au stade du 8mai-45. Les Sétifiens qui compostent les premiers leur billet pour la demi-finale. Restent les 3 autres rencontres qui n'ont pas encore terminé ces quarts de finale. Après avoir perdu 2-0 au match aller, c'était difficile, même si le score est fleuve. 4-0, mais c'était difficile par rapport au résultat du match aller. Mais connaissant cette équipe de l'Entente, c'est une équipe de coupe qui avait l'opportunité d'aller en demi-finale et surtout c'est une équipe que le seul objectif qui lui reste c'est la Coupe d'Algérie. Donc ils ont tout mis sur ce match, ils ont eu cette emprise sur le match, ils se sont qualifiés et c'est une qualification méritée. Peut-être une qualification qui pourrait éventuellement les rebooster même s'ils ont perdu en championnat, Haouchine. Oui, malheureusement, l'Entente sétifienne a lâché du lest en championnat. Ils ont perdu du terrain, pas plus loin qu'hier soir encore. Et le président Hamar a dit, et bien dit, que cette année, nous aurons la coupe. Vous savez que la coupe, c'est une vieille histoire d'amour avec l'équipe de N'Voira, dans la mesure où l'Entente sétifienne a marqué en lettres d'or son nom dans l'histoire légendaire de Dame Coupe. Et cette année, on veut revivre les moments fantastiques de cette Coupe d'Algérie, tout en rappelant que je regrette quand même que l'USM Annaba qui a fait un beau match au match aller, 2-0, il faut le faire contre l'Entente sétifienne. Je regrette que cette vaillante équipe de Annaba a été donc battue par une très bonne équipe expérimentée de l'Entente sétifienne, et je regrette que malheureusement ce merveilleux public de l'USM Annaba s'est très mal comporté à Sétif, ce qui a valu un match de suspension malheureusement pour leur équipe. Alors moi je dis, les Tuniques Rouges comme on les appelle est un grand club à Annaba, que les supporters, je sais qu'il y a beaucoup de grands sportifs à Annaba, que les sportifs qui accompagnent l'équipe de l'USM Annaba soient à la hauteur de ce club prestigieux qu'est l'USM Annaba. Pourtant ils avaient très très bien démarré la saison, on les a vus lors des premières rencontres, ils avaient fait un geste de nettoyage, de fraternité, sur le fair play aussi surtout. Donc je pense que cette équipe mérite aussi des supporters assez conscients pour les prochains jours. Allez, il restera également encore les autres quarts de finale. Il y a eu déjà un qui s'est joué, un match aller entre le Shabab Riadi de Belwizdad et le Nasr Hussein Dey, avec la victoire du Nasr de Hussein Dey face au Shabab Riadi de Belwizdad. La manche retour, elle, ce sera pour la fin du mois de mars. La rencontre qui devait opposer la GSM Béjaïa au Parade Athletic Club, elle a été décalée pour la manche aller au 9 mars donc prochain, et reste donc à programmer également la manche aller entre le CS Constantine et le MC Oran. Alors avant de passer à notre rubrique préférée de Hakim Keshoud, je voudrais poser une petite question, si vous permettez, messieurs, à notre invité Amin Rimouz. Aujourd'hui, est-ce que les clubs sont à la demande de votre, de votre spécialité, vous et les autres professeurs et enseignants de l'ISTS, de cette école supérieure du sport? Est-ce que les clubs demandent un petit peu qu'il y ait un suivi côté physique, psychologique, formation des joueurs, de leurs joueurs? Aujourd'hui, je crois que tous les clubs se structurent et s'organisent en mettant en place des staffs aussi bien élargis pour garantir ce suivi. Aujourd'hui, aussi bien le préparateur physique qui a fait son entrée il n'y a pas plus d'une décennie dans nos clubs, commence à prendre sa place. Et à donner ses fruits aussi. À donner ses fruits aussi. D'une autre part, il y a aussi le préparateur mental, qui est une option qui pourra faire partie des staffs techniques. Il y a certains clubs qui ont fait déjà quelques initiatives, mais ce n'est pas encore vulgarisé. On espère que tous ces métiers qui viennent parfaire la préparation de l'athlète puissent intégrer bien sûr les staffs techniques et ramener beaucoup de services à nos clubs pour faire évoluer le niveau sur tous les plans.
Aujourd'hui, il y a la performance visible qui est la performance sur le terrain, mais cela ne peut être réalisé que par un support très, très important sur le plan aussi bien psychologique que physique que mental, pour pouvoir élever le niveau. Aujourd'hui, la haute performance, c'est une histoire de précision. Et cette précision ne peut être réalisée que si nous avons des spécialistes dans chaque domaine. En tous les cas, c'est un plaisir, Hakim. Je peux vous dire que vous avez eu la main heureuse en invitant notre ami Amine Rimouz, qui symbolise parfaitement la génération des nouveaux techniciens du football algérien, du football de haut niveau. Il l'a dit à 3 ou 4 fois. Vous savez que le football aujourd'hui est une véritable science. C'est pas quelque chose du bricolage. On sort du football amateur. Et aujourd'hui, tout est étudié. Donc, il faut des techniciens de ce niveau-là pour réfléchir, pour analyser, pour planifier. Parce que le football moderne de haut niveau aujourd'hui est une chose très, très sérieuse. Et nous allons confirmer tout ça avec notre rubrique Allez les Verts, avec nos professionnels à l'étranger. Ce sera juste après le jingle, rubrique préférée de Hakim Kchoud. Allez les Verts. Hakim, de notre côté, on utilise pratiquement tout ce que... tous ces clubs utilisent ces méthodes dont M. Amine Rimouz nous parlait tout à l'heure. Et nous allons passer à nos professionnels à l'étranger. Nous allons commencer ce soir par Ben Rahma, Hakim. Oui, face à QPR. Donc là, je ne sais pas qui de vous deux, Touzi, Haouchin, avait suivi le 9e et la 9e réalisation de Saïd Ben Rahma, qui vient d'inscrire son 9e but en championnat d'Angleterre. Touzi Djiladi. Oui, il confirme tout le talent de ce joueur. Et aussi, je pense qu'il est en pleine confiance, donc il est en train de prouver que c'est un joueur de qualité qui peut être d'un apport appréciable. Et surtout, lorsqu'on voit qu'il est convoqué dans la prochaine liste de l'entraîneur national. Donc ça confirme tout le bien qu'on pense de ce joueur qui a du talent. Et c'est un joueur très technique qui peut être utile pour l'équipe nationale. Effectivement, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que l'on voit loin. Vous savez, Ben Rahma, il symbolise un peu la génération montante du football algérien pour voir très très loin, et M. Rimouz ne va pas dire le contraire. Il ne faut pas focaliser que sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais voir très loin, bien évidemment, avec des échéances internationales telles que la Coupe du Monde. Et il faut investir sur le futur tout en gérant le présent. Le présent. Tout à fait. Donc là, c'est les paroles de Mohamed Haouchin. On va parler d'un joueur. Votre petit chouchou, ou chouchou, parce que Mahrez, il ne va pas aimer ma petite. Alors, votre chouchou, il revient. Hein. C'est le retour de Mahrez. Moi, j'en ai deux. En plus, là, alors, c'est une découverte. Mahrez qui était remplaçant hier, il a tout l'honneur en tous les cas de rentrer à la 46e minute de jeu après la première mi-temps, suite à la blessure et qu'à la blessure de l'international belge de Brown, n'est-ce pas? Il est rentré, vous savez qu'il est algérien, il a du nif, de la dignité. Il a mis 10 minutes pour claquer un but. Lequel? Le but de la victoire, s'il vous plaît. Et tout cela, en tout cas, pour rappeler à Pep Guardiola, qui garde tout notre respect, bien évidemment, que notre Riyad Mahrez national est un véritable gentleman, un grand joueur, et il a en tous les cas sa place de jouer dans cette grosse cylindrée qu'il est vrai qu'il y a la concurrence des individualités. Elle est rude, hein, la concurrence. Alors pour ce qui me concerne, la cerise sur le gâteau, je vais vous le dire. L'OGC Nice, ça vous dit quelque chose? L'entrée de Attal, le retour. Youssef Attal qui était blessé, qui a repris, tenez-vous bien, aujourd'hui, victoire contre le Racing de Strasbourg, 1-0, buteur. Attal, bien sûr. C'est Youssef, le petit de Bornée, qui a fait honneur, en tout cas, sa réputation. Et je peux vous dire que le plus beau fleuron du football algérien qui vient, c'est bien Youssef Attal. Vous avez parlé tout à l'heure de Bundesliga. Je sais que vous suivez beaucoup le championnat allemand. Belfodil qui inscrit son 8e but de la saison avec son équipe. Belfodil, il commence à revenir à son plus haut niveau. Déjà, avoir intégré la Bundesliga, c'est quelque chose de très bon pour lui. Et j'espère qu'il sera parmi les joueurs les plus performants de notre EN. De l'équipe nationale ?
de l'équipe nationale. Et puis, petite déception, Abdelhak Benchira qui a été limogé par son club libyen d'El Ittihad, la direction d'El Ittihad qui vient de procéder donc au remerciement du technicien algérien Abdelhak Benchira, dit le général. Voilà, qu'on le connaît sous le nom du général. Les dirigeants du club Tripoli n'auraient pas digéré les derniers revers de l'équipe à domicile. Très mauvaise donc nouvelle pour nos entraîneurs qui continuent à faire des sensations de l'autre côté donc de la Méditerranée, puis dans d'autres pays, les techniciens algériens, Rimous. Bien sûr, on n'a pas prouvé cela, je crois qu'on s'exporte très bien. Reste à nous faire plus confiance ici. Oui, c'est là, ça c'est bien dit, merci. Et là j'interpelle un peu la Fédération algérienne de football, qui a fait un peu abstraction des entraîneurs algériens au niveau des catégories jeunes, au niveau de la direction technique nationale. Aujourd'hui, vous savez, il y a des Espagnols qui prospectent les talents algériens. Ce qui est important en ramenant des étrangers, c'est d'apprendre d'eux. Mais si on n'apprend rien, s'ils viennent juste pour faire leur boulot, vaut mieux donner du boulot aux Algériens que de donner à quelqu'un d'étranger. C'est pas par rapport, mais pour donner de l'expérience et pour donner de l'avenir au football algérien, il faut donner de l'expérience aux techniciens algériens. Les confronter également. Et les confronter avec des étrangers qui peuvent nous ramener une nouvelle approche, de nouvelles technologies ou une nouvelle vision des choses. Mais le plus important, c'est de faire un peu valoir le technicien algérien. Certes, ça, c'est le rôle de la Fédération algérienne de football. Comme me dit à l'oreillette, donc également, c'est qu'il y a quand même certains étrangers qui sont venus en Algérie. On ne va pas tous les citer ni critiquer. Donc ceux qui sont venus, pour certains, ils sont en train d'apporter un plus. On voit ça au Parado Athletic Club, on voit ça au CSC. On a vu ça également au niveau des équipes nationales. On a vu. C'est très important. Il y a un apport bénéfique quand même. Mais on a besoin d'être confronté à eux. On a besoin d'avoir un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire. Nabil Nargis qui a beaucoup appris, par exemple, avec Vaïd Aliouzic. Voilà, il faut promouvoir le technicien algérien, en lui donnant d'abord cette expérience internationale au niveau des clubs de jeunes. Au niveau des clubs de jeunes, c'est une porte pour des techniciens algériens, une porte pour avoir cette expérience internationale. On ne peut pas l'acquérir ailleurs. Si la fédération n'ouvre pas cette porte et ne donne pas cette chance aux techniciens algériens, ils n'auront jamais cette expérience internationale. Il y a U17, U14, U15, bien sûr, donc toutes les catégories. Ce que les gens n'ont pas compris. La fédération doit se projeter à long terme et non pas être tributaire d'un résultat temporaire. Le résultat ne se construit que par une accumulation d'expériences successives. Ceci dit, moi je dis qu'il ne faut peut-être pas diaboliser ni dévaloriser notre ami Abdelhak Benchira, qui reste un très bon technicien. Il a le mérite, il a voyagé un peu partout en Tunisie, au Maroc et en Libye. C'est un cascadeur, c'est quelqu'un qui a toujours accepté les gros défis. Et vous savez que, autant que moi, il nous a fait beaucoup honneur aussi. Oui. Écoutez, au club africain, j'ai vu ses matchs au club africain, c'est là-bas qu'on lui a collé cette étiquette de général, parce qu'il était majestueux au point de vue discipline, rigueur, c'est tout à son honneur. Donc moi je dis bravo et je demande à Abdelhak Benchira de continuer son bâton de pèlerin. On espère en avoir beaucoup d'autres. Donc très fiers de nos techniciens algériens et comme on dit, le chemin est encore long. Allez, tout à l'heure Hakim Keshroud l'avait annoncé durant le titre. Donc il y a eu une journée scientifique sous le thème football et sciences. Hakim était présent. Nous allons voir ce sujet ensemble. Allez, voilà. Donc une journée où il y a eu plusieurs techniciens qui ont défilé pour présenter on va dire des mini-cours, des mini-présentations sur des thèmes assez précis. Dans un de vos thèmes, donc qui était également très intéressant, là on a retrouvé Boanam Sharef, on a trouvé Laroum, on a trouvé également Dbichi, l'ancien arbitre international et également qui aujourd'hui aide peut-être un petit peu le club de l'USMA d'Alger. Il y a eu également Daoud qui est passé, il y a eu plusieurs personnalités du
du monde du football qui sont passés. L'objectif exact de par l'organisation de cette journée thématique autour de la science et du football. Je crois principalement ça a intéressé les techniciens, donc les entraîneurs. Nous essayons par ce type de manifestation de vulgariser un peu la recherche scientifique au niveau du sport. Et bien sûr, cette journée a été bien cernée autour d'un thème bien précis, c'est la périodisation de l'entraînement. Je crois qu'on a traité le problème de l'USMA qui s'est engagé sur 4 objectifs, chose qui n'était pas très évidente. On a beaucoup blâmé l'USMA pour avoir échoué dans ces objectifs, mais en réalité, ce n'est qu'une bonne expérience pour ce club qui n'avait pas peut-être cette année tout le potentiel pour réussir ses objectifs. Et peut-être le 4e objectif était un objectif de trop. Nous avons traité aussi l'aspect de la trêve. Beaucoup de clubs s'interrogent sur comment gérer cette trêve. Aujourd'hui, gérer cette trêve, elle est multidimensionnelle. Nous savons que nous avons des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué pendant la phase aller. Nous avons des joueurs qui ont trop joué. Nous avons des joueurs qui viennent d'autres clubs qui ne sont pas encore intégrés dans le groupe. Et tout ça dépend d'une synergie que l'entraîneur doit organiser pour pouvoir préparer sa phase retour. Nous avons traité un thème très d'actualité qui est la périodisation tactique. C'est une nouvelle approche qui nous vient un peu, nouvelle peut-être chez nous, mais qui date un peu de plus d'une décennie, qui nous est venue du Portugal et qui prône la tactique comme seul indice pour la préparation des joueurs de haut niveau. Un de votre thème, c'était la périodisation tactique en football, plus précisément. Bien sûr, la périodisation tactique vient rompre avec l'entraînement intégré. L'entraînement intégré que les Français prônaient pendant plusieurs années. La périodisation tactique prend le modèle de jeu comme seule référence pour la préparation d'un match. La seule périodisation dans la périodisation tactique, c'est la période qui sépare un match d'un autre. Et cela, c'est une nouvelle approche, c'est une approche systémique qui permet, sur la base d'un entraînement tactique, d'intégrer tous les autres facteurs de l'entraînement, aussi bien physique, psychologique que technique. Houchin Touzi, s'il y a une question à poser à Rimouz. Oui, mais au risque de me répéter, tout à l'heure, j'ai dit à M. Rimouz, alors bien évidemment, vous confirmez qu'aujourd'hui, que le football est une science qu'il faut étudier dans tous ses détails et dans toutes ses composantes. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est d'abord, au niveau du football international, c'est la quantité de matchs joués. On ne peut plus se permettre de faire une planification comme on a eu l'habitude, une planification traditionnelle, PPG, PPS, période compétitive. Aujourd'hui, il faut avoir des athlètes déjà prêts sur le plan physique pour jouer le haut niveau. Et notre grand déficit réside dans la formation. Aujourd'hui, nos jeunes arrivent à l'élite algérienne sans un potentiel important. Et c'est ce qui fait le déficit donc de la compétition et de tout le spectacle aussi bien dans la Ligue 1 que la Ligue 2. Aujourd'hui, nos joueurs ne sont pas capables de maintenir une cadence de compétition assez peut-être longue. De revoir des fois ses objectifs à la baisse. Aujourd'hui, on l'a vu, l'USMA paye donc cash ses objectifs de début de saison. Le CETIF paye cash. CSC a fait un départ très difficile, mais grâce à sa préparation, elle est revenue en compétition très vite. Et tout cela nous laisse dire que la formation est indissociable de la haute performance. S'il n'y a pas de formation, on ne pourra pas avoir de haute performance. On ne pourra pas avoir des athlètes, des compétiteurs de haut niveau. Durant une longue période. Oui, moi je dirais qu'en football, lors d'une saison, on a 3 périodes. La période préparatoire, la période compétitive et la période de transition. Là, il a parlé de tactique, la qualité tactique. On peut, la question que je pose, est-ce qu'on peut travailler qualité tactique dans la période préparatoire? C'est ce que prône Frade. Frade, c'est un Portugais
c'est un universitaire, qui a prôné cette périodisation tactique dès le début de la préparation. Dès l'entame de la saison, on va dire. Et Mourinho et tous les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs se sont imprégnés de cette méthode. Certes, Mourinho, si on voit son parcours, a réussi dans beaucoup de clubs. À part ces dernières années, je crois, à Manchester, il a eu quelques déboires. Mais parlant de Mourinho, c'est un qui a réussi avec cette méthode. Avec cette méthode. La réussite. Mais seulement, quel type de joueur il avait? Quelle qualité de joueur avait-il? Pour aller dans autant de complexité dans l'entraînement, il faut avoir des joueurs déjà prêts sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan technique. Il y avait déjà des joueurs de qualité au départ. Je voulais juste vous poser la question. À votre avis, ces techniciens stars d'aujourd'hui, ils utilisent cette technologie sûrement. Cette méthode. Oui, mais les Portugais, tous sont adeptes de la périodisation tactique. Mais je redis, cette périodisation tactique, dans quel contexte pouvons l'appliquer? Elle ne peut appliquer que si nous avons... L'exemple vivant, c'est le Parado avec Tchalo. Voilà, Tchalo applique la même chose, applique les mêmes méthodes pour le Parado. Mais s'il n'y avait pas une base solide au Parado, c'est-à-dire la formation qu'avait réalisé le Parado, l'académie, la méthode de Tchalo ne serait pas judicieuse. Très rapidement, Touzi, on passe à la Ligue après. J'enchaîne dans le même sens parce que l'entraînement se définit toujours par rapport à la compétition et aussi par rapport aux caractéristiques de la compétition et de la qualité et de la quantité des joueurs. Bien sûr, bien sûr. Je crois que Verheyen disait à un moment, il y a quelques années, il parlait du championnat anglais. Le championnat anglais, on avait réalisé beaucoup de blessures au niveau du championnat anglais. Et pendant une période, pour Verheyen, il expliquait ça par la répétition des efforts, aussi bien sur le plan tactique que sur le plan physique. C'est-à-dire le préparateur physique refaisait les efforts qu'on faisait sur le plan tactique. Et ça accumuler des charges importantes pour les joueurs et causer beaucoup de blessures. C'est des efforts intenses et prolongés. Voilà. Allez, quand deux techniciens se rencontrent en sport, c'est un excellent débat ce soir avec notre invité de marque, Amine Rimouz. Retour encore une fois chez nous avec la compétition et avec la Liga. Ce sera juste après le jingle. Et 6 matchs au programme avec cette 23e journée, marquée par la défaite du leader l'USMA face au Paradou. Et pas de changement pour l'instant au bas du classement, Hakim. Ah oui, pas du tout. 9 buts seulement ont été inscrits en 6 matchs lors de cette 23e journée. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Déjà, Touzi Djilali, match qu'on a eu du plaisir à commenter sur Canal Algérie. L'USMA d'Alger, qui avait bien entamé sa rencontre avec un premier but dès la 12e minute de jeu signé Ibarra, s'est fait surprendre par une équipe du Paradou Athletic Club excellente. 2 buts, un signé Naïji en seconde période 50e et Tahri 68e. Victoire du Paradou 2-1. Oui, et dans ce match, il y avait 2 mi-temps différentes. Chaque équipe avait sa mi-temps. L'USMA, c'était en première mi-temps, il avait l'emprise sur le match, sur le plan tactique, sur le plan organisationnel, même sur le plan de la possession, de la maîtrise du ballon. Certes, ils avaient beaucoup gêné ces joueurs du Paradou, surtout où ils ont créé à chaque fois cette supériorité numérique dans des zones précises. Donc, ils ont empêché cette relation milieu de terrain attaquant, ce qui a privé les attaquants de Paradou de ballon. Donc, en deuxième mi-temps, la différence, elle a été faite en deuxième mi-temps. On avait une autre équipe du Paradou, métamorphosée, des joueurs transcendés sur le terrain. Même ils ont eu l'emprise sur le jeu, que ce soit dans la possession et surtout dans la transition, où ils ont eu l'opportunité de scorer 2 fois. Le score aurait pu être plus lourd s'ils avaient beaucoup plus de concentration et de réalisme devant. Un Mansouri également. Ils ont raté un penalty, ils ont raté une occasion face à face. Ils ont raté 2 autres buts en seconde mi-temps. C'est vrai qu'ils sont tombés également sur un excellent Mansouri, on le rappelle, du côté de l'USMA d'Alger. Il a été super, oui. Et un autre Moussaoui de l'autre côté, également. Oui, il a été beaucoup, surtout dans le score. Si ce n'était pas le gardien qui était dans son jour, le score aurait été plus lourd.
À votre avis, les erreurs étaient surtout sur un plan défensif côté USMA d'Alger? Oui, on en a parlé dans les coulisses tout à l'heure, c'est que l'USMA d'Alger, leur problème, c'est toujours dans l'axe de la défense, où à chaque fois qu'il y a l'absence, que ce soit de Ben Yahya ou de Chafaï, il y a toujours des lacunes sur le plan défensif. Il n'y a pas eu cette complémentarité, cette entente entre les deux axiaux. Et devant une équipe qui joue bien dans les intervalles, qui joue très rapide, surtout beaucoup de mobilité, et ils avaient des difficultés sur ce plan-là. On parle peut-être d'un grand retour du Paradou, peut-être pour la fin du championnat, avec peut-être un doublé. Ils jouent encore la Coupe d'Algérie. Ils sont bien partis pour l'instant. 8 matchs sans défaite. Ah oui, mais hier soir, des amis à moi me disaient, vous savez, moi je vois bien le Paradou comme champion d'Algérie. Moi je dis pourquoi pas, vous savez, avec cette traversée incroyable. Ils ont un parcours euphorique là. Ils sont capables de claquer, même en Coupe d'Algérie. En tout cas, moi je peux vous dire que le Paradou risque d'être la grosse surprise cette fin de saison. Voilà donc avec cette victoire du Paradou Athletic Club sur le score de 2-1 face à l'USMA d'Alger, le Paradou qui garde cette 3e place avec 39 points. Deuxième match qu'on vous propose, il nous vient de notre ami Smaïn Ben Qaïdia qui a suivi pour nous la rencontre qui avait opposé des mal classés. Le Difa Tajnan pour sa part qui recevait l'Olympique de Médéa. Résumé de la rencontre signé Smaïn Ben Qaïdia. Une rencontre des mal classés entre Tajnant et l'Olympique Médéa. Une rencontre qui vaut 6 points, ce qui explique la grande concentration des deux formations avant l'entame de la rencontre. Et ce sont les gars de Bourrara qui prennent le taureau par les cornes, à l'image de l'excellent Ben Saha, qui ne trouve aucune difficulté à battre le gardien de Médéa à la 16e minute de la rencontre pour ouvrir la marque. Les visiteurs tentent de répliquer, mais ils trouveront un grand Mokarani qui imposera sa loi dans sa défense. 1-0 à la mi-temps. Et de retour des vestiaires, les visiteurs tentent de revenir au score à l'image de Haddadi, mais les tentatives manquent de précision. L'excellent Ben Saha offre sur un plateau. Taïb met le ballon à côté et c'est une occasion de rater pour corser l'addition. La dernière action dans ce match sera pour Deman qui ne profite pas de ce ballon et le gardien de Médéa qui sauve la situation. Précieuse victoire de Tajnant face à... Ah oui. Face à l'Olympique de Médéa qui permet à Tajnant de remonter à la 11e place du classement avec 24 points. Autre match et un des big matchs qui était à suivre lors de cette 23e journée. Ça se passait du côté du stade du 1er novembre. Tizi Ouzou, la GS Kabylie qui recevait Mohamed Haouchine. L'entente de Sétif, il fallait attendre la 60e minute de jeu pour voir le stade du 1er novembre s'enflammer. En tout cas, moi je peux vous dire d'abord que celui qui doit bien se frotter les mains au niveau de la GS Kabylie, c'est bien le trésorier du club. Et pour cause, le stade était véritablement archi comblé hier encore. La JS Kabylie fait recette aujourd'hui. C'est comme ça, c'est le résultat, l'état d'esprit, bien évidemment, de cette équipe. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de sympathie pour le président Chef Mellel qui a fait l'objet, malheureusement, d'une agression regrettable et condamnable cette semaine. Je peux vous dire qu'il y avait en cours beaucoup de familles en face. Il y avait deux absents, deux marques de part et d'autre. Ben Khalifa et Ben Youssef pour la JS Kabylie. Badran suspendu et Djabou blessé pour l'entente sétifienne. Regardez ce but malheureusement qui a été très mal cadré. C'est dommage en tout cas. Vous auriez vu le capitaine Nabil Saadou qui va lacérer toute cette attaque. Il est monté pratiquement de son con. Il a traversé tout le centre pour offrir cette balle. Jolie bicyclette qu'on n'a pas pu voir et apprécier de l'international burundais Fiston qui venait de rentrer à la mi-temps. Il a mis que 2-3 minutes pour mettre le but et quel superbe but en tous les cas qui vaut son pesant d'or. 3 buts, 3 points pour la JS Kabylie qui colle véritablement à son place de leader avec 40 points. Je peux vous dire que les supporters kabyles sont aux anges en attendant un peu mieux, pourquoi pas, mais je peux vous dire que l'équipe sétifienne aura fait un très très beau match hier soir. Allez, dernier match, plutôt avant-dernier match qu'on vous propose, c'est celui qui a opposé la GS Saoura au MOB de Béjaïa, la bonne opération du MOB de Béjaïa qui est allé chercher un précieux point du côté de Béchar Touzi Djilali. 0-0. Oui, je pense que c'est un bon point de prix pour cette équipe du MOB, surtout avec l'arrivée
Et le revenant Alain Michel, peut-être qu'il a su trouver comment galvaniser sa troupe, il a su comment trouver, surtout sur le plan psychologique, sur le plan tactique. Bon, je pense que l'équipe de Saoura, elle pense beaucoup plus à son match de la semaine prochaine dans les compétitions africaines. Je pense qu'ils sont conscients, ils sont beaucoup plus préoccupés par la compétition africaine. Et le match nul, je pense que le partage du point a été équitable dans ce match. Moi, je dirais aussi deux mots, puisque je devais dire deux mots sur ce match, que le mot de BGR ramenait un précieux point de Saoura. Il fallait le faire grâce à un entraîneur qui aime bien, en tout cas, être un meneur. Il s'appelle Alain Michel. C'est tout à l'honneur, en tout cas, de cette équipe du MOB qui ne veut pas mourir. Quant à la JS Saoura, malheureusement, je peux vous le dire, c'est pas facile de courir 3 lièvres à la fois. Et Amin Rimouz, je lui pose la question, le fait de jouer une coupe continentale, vous savez, c'est pas facile de jouer sur les deux tableaux. Et c'est ce qui fait que la JS Saoura a fléchi malheureusement en champion. On va lui poser la question juste après le dernier match. Je vais revenir vers vous. Il vient de se terminer puisque j'avais dit qu'on enregistre cette émission donc à 18h. La dernière rencontre de cette 23e journée, c'est celle qui a opposé le MC Oran Shabab Riadet Belwizdad. Un but partout, Mohamed Haouchin, entre le MC Oran et le Shabab Riadet Belwizdad. Nasser avait marqué à la 8e minute de jeu contre son camp pour le MC Oran et Soumana qui avait égalisé à la 57e minute de jeu pour le CRB. Et on l'a vu sur l'écran, malheureusement, le malheureux Chemseddine Nessar, un sympathique garçon. Il marque beaucoup de buts ces dernières semaines. Je peux vous dire qu'il risque de terminer dans le classement des meilleurs buteurs, mais de l'autre côté, il a marqué contre son camp, contre la JS Kabylie, mais il est égalisé contre la JS Kabylie. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il va planter ce but à la 8e minute de jeu. Le CR Belouizdad ne s'est pas découragé. Une belle équipe du Shabab qui veut lutter pour son maintien en Ligue 1. Tout cela avec tout un peuple belouizdadi derrière. Vous ne voyez pas qu'ils vont arracher l'égalisation à la 60e minute de jeu. Tout simplement, c'est tout à l'honneur de cette équipe. Soumana, tenez-vous bien, retenez ce nom. C'est la nouvelle trouvaille nigérienne du Niger qu'a ramené le président Saïd Aler. Et voilà en tous les cas que l'équipe du CR Belouizdad se met à espérer alors que le MCO marque encore une fois le pas. Et oui, et ils arrivent à empocher un point avec le MC Oran. Dernier match, c'est celui du Cap de Borj Bouarerach qui s'est imposé lourdement face à la Lanterne Rouge, l'USM Belabès, 3-1 lors de cette 23e journée. 2 matchs ont été reportés en raison de la participation des 2 clubs aux 2 différentes compétitions, à savoir la rencontre qui avait opposé le CS Constantine au Mouloudia d'Alger, qui sera à programmer très prochainement, et le Nasr Hussein Dey devait affronter l'ASN Lila. Avant de voir les résultats complets, Amin Rimouz, et le classement de cette 23e journée ainsi que le programme de la 24e journée. Un petit mot sur ce qu'on vient de voir sur ces équipes qui jouent le haut du classement, mais également les équipes qui sont en train de jouer leur survie en Ligue 1. Je crois, à part 3 clubs qui peuvent jouer encore le titre, le reste doit assurer la survie. On remarque que sur les 16 clubs, il y a plus de 9 clubs qui jouent un peu leur survie. La relégation, c'est-à-dire à partir du Nehd à 27 points, tous ces clubs, il leur reste 21 points pour assurer leur maintien. Et ça sera vraiment rude. En haut du classement, qui sera pour vous champion? En haut du classement, je crois que l'USMA pourra gérer, mais la JS Kabylie ou le Parado qui sont juste derrière, sont capables de faire des surprises. Le CS Constantine aussi arrive, il reste. Vous voyez que le Mouloudia d'Alger a 3 matchs en retard. Vous savez que s'ils gagnaient les matchs, ils seront 2e. Ils vont dépasser même la JS Kabylie à 41 points. Je peux vous dire que le Mouloudia n'a pas dit son dernier mot. Allez, pour vous en rendre compte, résultats, classement et programme de la 25e, 24e journée, c'est avec les synthés. Tout de suite.
disait que notre ami Bilal Ziri qui vient de sauver le cap de Borj Bouareredje, comme vous l'avez vu également, il y aura de très très belles empoignades avec un certain Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger. Ce sera le vendredi 15 mars prochain. Comme chaque semaine, on vous propose l'équipe type de la semaine préparée par nos consultants. Cette semaine, c'est notre ami Touzi Djilali qui nous a concocté la liste des 11 qu'il a choisi pour avoir joué ce week-end. Touzi Djilali, je vous donne la parole très rapidement. Pourquoi votre choix s'est porté sur les joueurs qu'on va voir à l'écran? Déjà, primo, cette équipe a été faite par rapport au match joué durant ce week-end. Donc, j'ai mis dans les buts Moussaoui du Paradou. En 7 matchs, il n'a encaissé qu'un seul but. Donc, il a ce qu'il a de spécificité chez ce gardien, c'est le sens du placement. Il a cette excellence dans les appuis, dans les balles aériennes, lecture dans le jeu et le sens de l'interception et de l'anticipation. Donc, en arrière latéral droit, j'ai mis Ben Ayada du CSC. Grand volume de jeu, joueur toujours porté vers l'offensif, capacité d'aller de l'avant, excellent sur les centres, précision et justesse. J'ai mis Farhani de l'entente, constant dans ses performances, très disponible sur le plan offensif et sur le plan défensif. Il a cette faculté d'aller de l'avant pour créer toujours le surnombre sur le plan offensif. Zalani, j'ai mis en stopper. Zalani, de par sa régularité dans son rendement, sa puissance, son impact physique et sa présence dans le duel, le sens de l'anticipation, il est excellent dans le jeu de tête. La preuve, il a marqué hier un joli but. Bouchina du CSC, aussi dans l'axe, c'est un vrai leader dans cette équipe. Joueur très puissant, cette capacité d'explosivité, même malgré son petit gabarit, et il a cette justesse et cette technique, il a de l'anticipation aussi. Au milieu de terrain, j'ai mis Haddad du CSC, polyvalence de ce joueur, rigueur tactique, positionnement, perte du ballon, excellent dans les relances. J'ai mis en milieu de terrain droit Boudaoui, égal à lui-même, insaisissable, infatigable, grand volume de jeu, aisance technique, cette capacité de changement de rythme. J'ai mis sur le côté gauche Djahnit de l'entente, un vrai régulateur au milieu de terrain, habilité technique, créativité, faculté d'accélérer le jeu et la variation dans le jeu. J'ai mis Fiston sur le côté droit. Son incorporation a été déterminante dans le match de l'entente. Il a été influent sur le rendement offensif. Il a réussi à marquer un joli but de par son placement et son sens du but. J'ai mis Meziane sur le côté gauche. Meziane, joueur le plus régulier dans cette équipe de l'USMA, dans ses performances très percutantes, cette faculté d'accélérer le jeu et d'enchaîner et d'éliminer son vis-à-vis. J'ai mis en pointe Naïdji, égal à lui-même, le buteur du championnat, décisif, efficace, très percutant, très réaliste devant le but. Même s'il ne marque pas, il fait marquer ses coéquipiers, oui, surtout dans son placement. Bon, l'entraîneur, c'est Chalo Francesco. Je sais qu'il a, et surtout depuis 7 matchs qu'il n'a pas perdu, et il avait une défaillance sur le plan défensif. Il a vu qu'il y avait une défaillance sur le plan défensif. Il a beaucoup travaillé sur ce volet-là. Donc il a réussi à rééquilibrer cette équipe dans les 3 zones, les 3 compartiments. Le match de l'USMA, il le prouve encore une fois, surtout en deuxième mi-temps, où cette équipe est revenue en deuxième mi-temps. Et même les coachings qu'il a vus, c'était par rapport au déroulement du match. Donc c'est l'entraîneur de la semaine. Rimous, vous pensez quoi de cette équipe type de la semaine? Moi, je suis content pour Djahnit qui revient à l'ESS. Il a eu des moments difficiles dans cette équipe. Je crois que le fait qu'il revient à son plus haut niveau, c'est une bonne chose pour lui. Hawchin, la vue et l'appréciation du journaliste, comme j'aime bien vous poser la question chaque semaine. Très bien, le coup d'œil était bien vu de la part de notre ami Djilali. J'aurais peut-être conseillé, Naïdji on le connaît, il marque, il continue de marquer. J'aurais mis quand même à côté Ibarra, qui est régulier aussi, l'avant-centre de l'USM Alger, qui a marqué encore hier. À la place de Djanit, que je respecte beaucoup de l'entente sétifienne, j'aurais mis Djabou, qui a été l'artisan de la qualification 4-0 contre l'USM Annaba. Derrière, Bouchina aussi, on l'a cité plusieurs fois, c'est tout à son heure. J'aurais mis Nabil Saadou, le capitaine libéraux de la JS Kabylie, qui a été excellent
Par exemple, hier, sur le plan défensif, vous savez qu'à l'origine, c'est lui qui a traversé tout le terrain, qui a lacéré, qui a déchiré toute l'épine dorsale de cette équipe de Sétif pour offrir le but de la victoire au joueur Fiston, au Burundais Fiston. Et puis pour entraîneur, Tchalo est un grand entraîneur, technicien portugais. Nous l'avons cité plusieurs fois. Moi, j'aurais mis ce soir un homme qui a relevé un gros défi, il s'appelle Ziri Bilal, qui a propulsé le Kaba qui était dans les profondeurs. Il l'a mis à la 8e place. Moi, je dis chapeau Bilal. Allez, on arrive à la partie consacrée à la Ligue 2 en compagnie de Wassila Batiche. On va voir ce qui s'est passé lors de la 24e journée. Plein de choses dans un big match entre le leader et son poursuivant, le NC Magra, qui se déplaçait du côté de Tlemcen. On voit tout ça juste après le jingle. Et oui, Hakim, vous l'avez dit tout à l'heure, un grand match. C'était le match à l'affiche entre le leader, qui est le NC Magra, qui reprend sa place. Et notre invité va nous en parler tout à l'heure sur cette grande équipe qui ne cesse pas de nous impressionner lors de cette saison. Et je vous propose de regarder tout d'abord en premier cette rencontre qui a regroupé le ML Boussaada face à l'USM Al-Harrach et cette équipe qui s'est imposée à domicile sur le score de 2-1, un résultat qui n'arrange guère Al-Harrach. Je voudrais juste citer avant les buteurs, M. Touzi. La marque a été ouverte par Boumchra à la 17e minute et puis c'était Bali à la 60e et la 69e minute de jeu. À vous Touzi. Cette équipe de Boussaada qui ne lâche rien à domicile, elle ne perd pas de points à domicile. Donc c'est une équipe qui veut vite chercher son maintien en Ligue 2. Pour cette équipe de Al-Harrach, c'est la deuxième défaite consécutive. Je crois que cette équipe de Al-Harrach va être, dans l'avenir, ça va être très très difficile pour le maintien, surtout après avoir perdu le dernier match derby contre le RC Kouba. Je pense que cette défaite a fait beaucoup de mal sur le plan mental et je pense que ça sera difficile pour cette équipe d'Al-Harrach de se maintenir. Et tout de suite, nous allons suivre ensemble cette deuxième rencontre entre l'USM Blida et la GSM Béjaïa. Je vais vous laisser le temps de nous repérer les images, Youssef. Donc, Monsieur Haouchine, malgré le nul réalisé par cette équipe, l'USM Blida, ceci ne va pas empêcher cette équipe de descendre à la DN. Oui, malheureusement, une équipe de la Ville des Roses qui est condamnée depuis quelques temps déjà. La GSM Béjaïa compte énormément sur ce match pour rafler les 3 points et rester dans la course du titre. Malheureusement, pour eux, l'USM Blida, c'est tout à son honneur à jouer le jeu tel qu'il se doit. Pourtant, c'est la GSM Béjaïa qui a ouvert le score juste après la mi-temps par Niati à la 58e minute de jeu. C'est là pour vous dire qu'on a tout fait côté GSM Béjaïa. Regarde, sur ce contre bien mené et des joueurs bien évidemment, il y a eu de l'engagement et chose tout à fait normale. Regardez Niati qui va déborder complètement côté gauche. Vous avez vu à la 58e minute de jeu, le but a été inscrit. Voilà. Du gardien blidéen, sûrement. Vous voyez cette équipe blidéenne qui a continué à attaquer pour aller arracher l'égalisation. Regardez un match très très disputé. Regardez l'égalisation signée Gezaïr à la 85e minute de jeu. On va voir d'abord ce premier but de Niati. Regardez quel beau crochet. Il va essayer de revenir pour être contré en deuxième mi-temps. C'est là que ça s'est joué sur cette incursion. Regardez, avec ce centre à partir de la droite, reprise de la tête, comme elle vient dans ce cafouillage. On va mettre cette balle au fond. C'était l'ouverture du score pour la JSMB signée Niati, 58e minute de jeu. Les Béjaouis ont cru. Ils ont tellement cru pour cette victoire qu'il aurait pu, en tout cas, leur permettre de se rapprocher du podium. Et vous savez qu'en face, l'USM Blida, regardez, la GSM Béjaïa qui va rater le KO. Vous savez qu'en football, lorsqu'on rate, ça se paye cash. 2 occasions ratées coup sur coup par la GSM Béjaïa. Vous voyez pas que sur compte 85e minute de jeu,
Et quelle déception pour la GSM Béjaïa avec cette égalisation signée Guézaïr à 5 minutes de la fin. Et Moaz Bouakaz, l'entraîneur tunisien de la GSMB, a déclaré « Ne me parlez plus de l'accession ». C'est tout à son honneur en tous les cas, dans la mesure où la GSMB est descendue très bas. Ils ont joué un peu la relégation. Ils ont eu chaud. Gilles a eu chaud. Et là, on me dit qu'on a placé la barre un peu trop haut pour la GSM Béjaïa, l'équipe de Yemma Gouraya. Il faut reconnaître que Bouakaz a redressé la barre. Bien évidemment. Oui. Alors, autre match avec cette équipe, hein, le RC Kouba, qui reste relégable malgré les efforts. Cette grande équipe, cette école de football qui a réalisé un nul, un but partout face à l'US Mostaganem. Et je voudrais juste citer que la marque a été ouverte par Ouhda à la 70e minute de jeu. Quant à l'équipe de l'US Mostaganem, c'est Madouni à la 82e minute, Touzi Djilali. Oui, c'est deux équipes concernées par la relégation. Donc, surtout, c'était un match très important pour les deux équipes. Après la brillante victoire chez leur voisin, l'USM Al-Harrach, cette équipe du RCK devait de confirmer ce résultat. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe bien organisée qui a cru jusqu'aux dernières minutes. C'était le RCK qui menait au score et cette équipe de Mostaganem n'a pas démérité. Ils ont continué à croire en leur chance. Ils ont réussi à égaliser à la fin du match. Et je pense, vu la production des deux équipes, le nul est équitable. Ouhda qui donne beaucoup pour cette équipe du RC Kouba durant cette saison. Allez, on passe à Youssef. Voilà, là c'était la joie de l'égalisation et on passe à cette quatrième rencontre, un quatrième match, un derby, le derby de l'Est entre l'USM Annaba et le Mouldit Al-Alma. Un papier signé avec notre ami Smaïl Belkaidia de la station de Constantine. L'USM Annaba recevait le Mouloudia de l'Elma dans un stade vide à cause de la sanction de huis clos imposée à l'USM Annaba. Sans leurs supporters, les Annabis ont du mal à imposer leur jeu, mais se feraient quand même des brèches dans la défense de l'Elma qui reste vigilante, avec un excellent gardien nommé Bousder qui repousse les assauts des Annabis durant toute la première mi-temps. Une première manche qui se termine sur le score de 0-0. En seconde période, le Mouloudia de l'Elma tentera vainement d'arriver devant les boîtes du gardien Ben Malek. Et les Annabis profitent de cette stérilité de l'attaque de l'Elma. Et grâce à cette erreur défensive de Madani, Ziani, bien placé au deuxième poteau, marque l'unique but de la rencontre, en dépit d'autres occasions que se créeront les Annabis durant le dernier quart d'heure du match, à l'image de cette action de Ziani, qui verra le gardien Bousder vigilant. Victoire précieuse des Annabis qui les relance dans la course à l'accession. Et oui, Hauchid, on ne dirait pas que c'était un match à huis clos, il y avait de l'ambiance. Je dirais que c'était un petit peu le staff technique et les techniciens peut-être qui étaient présents ce jour-là. Avec un autre derby, messieurs, dames, qu'on vous propose là tout de suite, c'est avec cette rencontre avec le derby de l'Ouest entre cette grande école aussi avec l'équipe de l'Azmo qui s'est brillamment illustré cette semaine face à l'équipe du RC Rolizane Hauchin, 2-0 et c'est Khalfallah qui a inscrit juste à la 50e minute plutôt, ou à la première minute de jeu. C'était juste tout de suite, voilà, c'était la première minute. Voilà, et c'est Haddad à la 50e minute de jeu. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour cette école
l'école oranaise, les gars de Mdina Jdida. Vous savez qu'au dernier match à domicile, ils ont étrié l'Espérance Bostaganem 5-0. Il fallait le faire, la récidive 2-0 face donc au Rapid de Relizane qui joue un peu l'exception. Il y a eu cette ouverture précoce de Khalfala à la première minute de jeu. Deuxième but de Haddad, 50e minute de jeu, qui permet à l'Asmo d'Oran de sortir d'abord, d'occuper la première place, la place de premier non relégable. C'est déjà pas mal de sortir des trois équipes qui sont menacées, mais ça reste très très difficile pour un classement dans la mesure où l'Asmo d'Oran n'a qu'un tout petit point sur le troisième non relégable, à savoir le RC Kouba, et 3 points sur le SM Al-Haraj. Tout ça pour vous dire qu'il reste 6 matchs à jouer, mais tout est possible encore pour la relégation. Je peux vous dire que tout pronostic sera très difficile à faire. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Et en tout cas, l'équipe de l'Asmo sort un petit peu de la zone rouge. Un tout petit peu. Un tout petit peu, mais on espère encore pour cette grande équipe et aussi une grande école de football. Je suis entièrement d'accord avec vous, mon ami Houchin. Allez, on passe à une autre rencontre avec deux clubs qui jouent un petit peu les premières places avec cette équipe du Wydad Tlemcen et le NC Magra. Et aussi, aujourd'hui, s'il y a bien une personne qui connaît bien la maison de cette équipe du leader, le NC Magra, c'est notre invité Amine Rimouz. Vous étiez avec cette équipe pendant la préparation, tout au début de la saison. Donc, une rencontre qui s'est soldée sur un nul, un but partout. À vous, Monsieur Rimouz, je sais que vous allez nous dire beaucoup de choses sur cette équipe qui ne cesse pas de nous épater. Je crois que c'est une équipe qui a commencé difficilement le championnat par rapport à un effectif totalement remanié, par rapport à une première expérience en Ligue 2. Mais les équipes qui viennent de D2 amateurs nous ont habitués toujours de rester sur la lancée de l'accession. Et c'est pour ça que cette équipe a su comment revenir dans le championnat et jouer les premiers rôles. Je crois que la force de cette équipe est dans son milieu de terrain et ses attaquants. Quelques défaillances dans son axe. C'est pour ça que Abbas, depuis qu'il joue avec 3 arrières centraux et 2 arrières latéraux, il joue plus avec 5 défenseurs derrière, en essayant d'aller par des contres rapides. Grâce à des attaquants quand même d'expérience, comme Nezouani ou Laboul Ansar, ils arrivent à faire la différence, ils arrivent à marquer à chaque match. Je crois que leur potentiel offensif aujourd'hui leur permet de revenir à chaque fois au score et de ramener des